Années 70, conflit entre les régions et Paris. On crée en 78 ce premier festival qui s'appelle Pays et Régions. Et ça se passe super bien. On décide de créer une association qui va devenir Ardèche Images. Et en 79, on refait un deuxième festival. Et on décide en 79 de faire de l'audiovisuel et du cinéma notre métier. En se disant, on ne changera pas le monde, mais on changera notre village et on changera le regard, on aidera à changer le regard des gens sur le monde. En commençant par notre village, les gens de la population locale. Voilà. Qui n'allaient peut-être pas voir les films. Ces films-là, ils sont... Quelques-uns viennent. Oui. Les plus curieux, les plus cultivés. On est dans cette période aussi où la gauche va abandonner le peuple, j'allais dire, sans culture, au sens sans éducation de culture cultivée, et va privilégier les gens d'éducation, de culture, c'est-à-dire va se rallier, va abandonner les classes populaires pour rejoindre les classes intellectuelles, les classes qui ont fait des études. Tout à fait. Et ces gens qui ont fait des études viennent au festival. OK. Donc voilà. Ouais, c'est comme ici, là, il y a beaucoup de gens qui sont des touristes, finalement, parce que les gens de l'île nous accueillent, mais il faut qu'on vienne de Montréal ou des grands centres, là, souvent. Oui. Donc, vous aviez ça aussi. Oui. Ce mouvement-là, là, c'est l'inverse, finalement. Vous n'allez plus à Paris, mais c'est Paris qui va venir à vous. Là. Voilà. Et le Paris, c'est ça. C'est si on réussit, ils viendront ici. Et on fait un pari qui est... Alors, on l'a gagné, mais il était totalement illusoire en se disant, il n'y a pas de centre, nous, on sera un centre. Il n'y a pas de raison que le cinéma se fasse dans des lieux où se concentre le pouvoir. Le cinéma, c'est le peuple, c'est l'expression de l'invisible, c'est l'imaginaire, et l'imaginaire ne doit pas appartenir aux classes bourgeoises. Voilà, non, ou à l'argent, c'est ça. Et là où il y a l'argent, et là où il y a la culture cultivée seulement, il faut aller... voilà. Bon, on était aussi conscient qu'on passait de la dimension de peuple à la dimension de masse avec la télé. Hein, oui. Et que donc il y avait une acculturation du peuple au sens... une culture... Où tu ne contrôlais pas la télé, de toute façon. Voilà. Oui. Et qui était unique, un centre unique de mise en scène du réel, de la vie, et voilà. Mais d'ailleurs, je vais peut-être trop vite, mais c'est intéressant de regarder. Mais tu vas aussi t'intéresser à la diffusion déjà avec la télé, puis les communes, puis tout ça. Alors, ça, on l'a fait après. C'est-à-dire qu'avec les villages, on a organisé ce qui s'appelle télécommune. On a acheté des grands écrans à l'époque où il n'y en avait pas. On a aménagé dans 8 villages du Coiron, on a trouvé du fric pour aménager des petites salles communales en se disant on va recréer des veillées autour des films. Où les gens choisiront ensemble de voir un match, de voir peu importe la qualité de ce qu'ils choisiront, mais ils se retrouveront. Donc l'idée c'était de créer de la convivialité et sortir de la maison, par les images. Et sortir de mon chez-moi unique avec mon écran. C'est ce que crée la télé, parce que on l'oublie, mais c'est la solitude qui a commencé là. Et tous les moyens de communication, quand ils sont créés, comme par exemple le train, la voiture, font que les gens se déplacent sur le territoire. Puis là, tout à coup, la télé arrive et les ramène chez eux tout le temps. Il y a tout le temps ce balancement-là. En tout cas, ça casse le lien social, c'est clair. Donc, vous recréez ce lien-là. On a essayé, on s'est planté, ça n'a pas marché. Parce que la technologie a fait que les grands écrans sont arrivés aussi dans les maisons. Enfin bon. Et puis, c'était lié au projet de Arte, la 7, je passe là-dessus. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que à la fin des années 70, donc, on fait ce festival, qui est le premier, il y a 40 ans, donc. Bravo. Et, non, mais je voudrais... Voilà, non, mais sincèrement, parce que de durée, c'est déjà pas évident, parce qu'on peut avoir plein d'idées. Parce que moi, j'en suis au premier, je veux dire, je m'applaudis pas là-dessus, mais toi, 40 ans, franchement... Non, mais franchement, moi, je pense que ça vaut une main d'applaudissement, franchement. Non, honnêtement. Franchement. Non, mais là, c'est pas toi, mais toute l'équipe. L'important, c'est demain. Oui, l'important, c'est demain. OK, on continue. Et donc, demain, arrivent les années 80, arrive Lang, etc. Mitterrand. Il crée la décentralisation. Et donc, le festival des pays et régions, qui était en guerre contre le central, qui regroupait les indépendants, on en est en 86 à la 8e édition. Et là, ça s'essouffle.
Là, on n'est plus dans le même contexte. La société a changé. On est dans l'esprit des années 80, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, la gloire de la social-démocratie, mais versus l'entreprise. Oui. Mais par contre, on bénéficie des premières mesures de l'ère Lang de Mitterrand, c'est-à-dire, en gros, se crée au niveau du national un fonds de soutien pour soutenir la création documentaire. En région. Partout. De partout, mais particulièrement... Non, mais la région est favorisée. Les régions n'auront la capacité de soutenir la culture qu'à la fin des années 90. Ah bon? OK. Qu'à la fin des années 90. Parce que le temps qu'ils s'organisent on crée la première décentralisation avec un certain nombre de capacités données aux régions, mais pas celles de la culture. Ah non, OK. Qu'elles vont arracher, grignoter petit à petit, et qui va leur être cédé après. Et en tout cas, le paysage fait que, à la fin des années 90, enfin à la fin des années 80, on arrête ce festival Pays et Régions. On crée un festival intermédiaire qui s'appelle le festival Film et Cheval. Oui, c'est ça, oui. Tu aimes beaucoup les chevaux, tu vois, je pense. Non, ce que j'aime, c'est ne pas cantonner la culture dans un ghetto culturel. Et donc le cheval, ça rassemble tout le monde. Oui. Tu voulais ouvrir davantage. Ouvrir, casser les clivages, le monde les cloisons entre la culture cultivée et la culture cinéphile, populaire. je suis pas cinéphile. Plus de débat là-dessus sur la cinéphilie. Allons-y. Faisons table rase des cloisons et tout ça. Et donc l'idée, c'est d'amener quelque chose qui est très populaire, le cheval, et qui devient aussi populaire dans les nouvelles générations à cette époque-là. Les centres équestres se créent. Les foires et tout ça, oui. Et nous, on vient de faire, avec un copain, un film sur Daniel qui est là, qui fait le tour de la Méditerranée avec des chevaux. Ah oui, donc c'est ton personnage dans ce film-là. Voilà. Et à ce moment-là... Qui est atteint qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, Daniel, c'est une de nos actionnaires principales, on en parlera après. OK, bien, c'est un cheval. En tout cas, Film et Cheval, passons. On fait aussi un truc totalement surréaliste qui s'appelle le marathon du scénario. On achève bien les scénaristes. Pendant 3 nuits et 4 jours, on enferme 16 candidats qu'on a sélectionnés et qui nous ont envoyé des pré-scénarios de long métrage. Et on les enferme, il y aura une Canadienne, d'ailleurs une Québécoise qui viendra, dans une salle. Et ils ne peuvent dormir que 4 heures par nuit. C'est obligatoire. L'idée, c'est l'écriture automatique des surréalistes. OK, donc moins ils dorment, plus t'es créatif. Voilà, à un moment, le cerveau bascule, et il y a une espèce d'écriture créative qui se produit. C'est ce qu'on a inventé. Et c'est comme un laboratoire, oui. Et donc, on a une salle, imaginez une salle 2 fois comme celle-là, où il y a des gens, en 86, la première année, ils sont là avec un ami ou une amie qui tapent leur texte, parce qu'il n'y a que des machines à écrire encore en 86, et le premier ordinateur sera amené par une Québécoise qui viendra faire la dernière édition. Et en gros, les gens écrivent pendant 3 nuits, 4 jours. Et il y a des choses remarquables à la fin. Et le public a le droit de circuler pendant les 3 jours. Parce qu'à mesure que le texte est écrit, on le met dans un panier et les gens peuvent lire les scénarios. Et à la fin... Il y a un prix donné aux 3 scénarios les plus intéressants. Un prix du public ou un prix du jury, d'un jury ou... Prix d'un jury. OK. Donc, Henri Gougaud... Tu dois tout lire ça, finalement. Voilà. C'est Henri Gougaud, le conteur, qui lit en public le scénario primé. Et c'est absolument divin. Et il y a un jury, Jean Orange est le président une année, Wolinski une autre. Enfin bon, tout ça, ça va durer 3 ans. Et en 89... on crée les états généraux du documentaire. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve à Paris. Je vais à Paris, moi, quasiment toutes les 3 semaines, parce qu'il y a le TGV qui est arrivé. Je mets plus que 3 heures pour aller à Paris au lieu de 6 heures. Et ça me coûte 2 fois moins cher. Et donc j'y vais. C'est la bande de lumière. Là. C'est la création de la bande à lumière, la bande à lumière. En 85. On crée ça. Et là, vous êtes ensemble à ce moment-là. On est les seuls de région. Mais on est avec les indépendants parisiens qui viennent tous du cinéma politique. Parce que dans les années 70, il y avait une dizaine de boîtes à Paris qui faisaient du film indépendant, dont Iskra et la boîte de marqueurs. Et ce cinéma était un cinéma politique. Et ces gens-là ont
faisaient leurs propres films, c'est-à-dire étaient souvent caméraman, preneurs de son, et avaient une table de montage, mixée au Musée de l'Homme avec Rouge gratuitement, enfin bon, et faisaient des films. Et ces films étaient loués tous les jours à des ciné-clubs, des comités d'entreprise. Il y avait 50, 100 valises de films qui partaient tous les jours, et c'est comme ça qu'ils vivaient de leur métier, tous les indépendants, avec ce cinéma politique. Et il y avait une vraie vitalité de ce cinéma politique. Et ces gens-là se retrouvent à la fin des années 70, et ben, la politique se dilue. On n'est plus dans une société... Le libéralisme économique voilà. et tout. Et puis la gauche est arrivée, donc ça désarme une partie des contestations et des révoltes. Ça calme temporairement, en tout cas. Vraiment. Et du coup, arrivant, la gauche aussi va transformer la télé, en disant à la télé publique, on ne fait plus tout en interne, vous devez produire en externe, avec des indépendants, les programmes dits de patrimoine, la fiction, l'animation, le doc. Et donc, tous ces gens, c'est vrai que ces réalisateurs, producteurs qui viennent du cinéma politique, se retrouvent face à des diffuseurs qui sont prêts à recevoir leur contenu, qui sont forcés de recevoir leur... Ils sont forcés de travailler avec les indépendants. Donc la télé travaille avec les plus politiques Mais ça, peut-être le pouvoir ne l'avait pas vu venir. Non, mais cela dit, ils ont vu, pour une part d'entre eux, les politiques se sont aussi vraiment très vite désintéressés du politique pour faire des films d'aventure, pour faire des films de découverte, ce qui était quand même la majorité de la production de la télévision publique. Les films animaliers, oui. Voilà, animaliers, aventure, sauf que se crée aussi en même temps une télé qui s'appelle la 7, qui va devenir Arte, et là, à la 7 Arte, il y a un monsieur qui est nommé directeur des programmes. 50% des programmes de la 7 Arte sont des documentaires dits de création. Nous, on découvre le mot création. On parlait de documentaire. Et là, tout d'un coup, il nous dit « Ah non, désolé les amis, mais ici, on est dans une démarche, non pas de communication, non pas journalistique, mais on est dans l'art. On est dans l'école du cinéma. Donc moi, je veux des films signés, singuliers, uniques, créatifs. » Il amène cette télé, ce mec-là, qui vient du service de la recherche de l'Institut national audiovisuel, qui était proche du PC et qui a formé, disons, une élite de la télé qui pensait que la télé pouvait faire de l'art, qui pensait encore que la télé avait une mission d'amener l'art dans les maisons. Voilà, d'élever la conscience du peuple par des choses créatives, quitte à ce que ça déplaise. Oui, mais en imposant un quota sur le documentaire, c'est ça qui est particulier. Du coup, ce mec-là, on va être confronté à lui et il va nous faire grandir. Il va créer une équipe autour de lui avec des gens remarquables de culture, d'intelligence. Et là, on va découvrir le doc, mais de création, au sens l'histoire du doc, les films de Frédéric Weissman, on les connaît, mais quand même les Dort Savoy, les Imamura. On découvre qu'il y a un cinéma documentaire derrière le cinéma de fiction. Et donc, à la bande à lumière qu'on a créé pour défendre le doc, se créent deux tendances. Une tendance qui dit le documentaire, c'est l'Europe et c'est le marché. Et il crée le Sunny Side of the Doc, Marseille, le documentaire, pour faire simple. Et puis il y a une autre tendance, l'USAS, qui dit, en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le cinéma, c'est de la pensée. Donc le cinéma nous raconte le monde. On en a besoin pour comprendre qui nous sommes, qui est l'autre. Et c'est le cinéma à la fois de l'altérité, mais à la fois aussi qui documente, c'est-à-dire qui nous instruit quand même. Et en même temps, c'est une œuvre d'art. Et donc, voyons ce que racontent les films. Documentons le territoire, les paysans. Un moment à l'USAS, une sorte d'université d'été du documentaire, où il y aura des ateliers de réflexion, où il n'y aura aucune compétition, pour ne pas créer de tension inutile. Et puis, qui compare un Picasso à un Braque? Enfin, quel est le meilleur? C'est absurde. Donc, dans le champ de l'art, c'est bête. C'est même bête.
Pink Floyd, Mozart, Gershwin, on ne va pas dire il y en a un qui est meilleur que l'autre. On va se dire, là, il y a un apport sensible, créatif, magique, là et là. Qui transforme notre connaissance du monde, là, mettons. Qui transforme notre compréhension, notre audition et notre vision du monde, qui change notre regard. Donc l'USAS, c'est le documentaire, c'est de la pensée, c'est même pas un genre. Alors là, c'est une forme d'écriture cinéma très variable, très variée, qui reste à explorer. Il y a une grande famille de genres très variés, effectivement. Rassemblons ces gens une fois par an et créons une sorte d'université d'été du documentaire qui serait consacrée aux images et à la convivialité. Et l'USAS va devenir ce que Arte appelle le Woodstock du doc. C'est-à-dire il y a des tentes, c'est pas cher, on voit des films, on pense beaucoup, on s'en pègue beaucoup aussi. Il y a beaucoup de contradictions, moins aujourd'hui, mais quand même. Et voilà, et ça fait 30 ans que ça dure. Tout à fait. Puis, donc voilà le paysage, en gros. Puis c'est pour ça qu'on avait envie de t'entendre, parce que nous, on était d'accord à dire que l'île aux Coudes représentait pour nous symboliquement un lieu de naissance pour le documentaire d'art. Oui, parce que si on prend un moment là-dessus, c'est que pour la suite du monde, à l'ONF, lorsque ça a été produit, il y a beaucoup de gens qui se demandaient, mais c'est pas un documentaire sur la pêche aux marsouins. Donc, c'est un premier projet artistique, finalement, que Perrault, même lui, a découvert avec Marcel. Marcel nous en parlera, mais moi, je trouve que c'est ça, la chance que vous avez, c'est de poursuivre ce rêve-là de l'art. Et là, on est allé au coude, puis on se dit, ça fait 50 quelques années là, pour la suite du monde. Et là, on t'invite, parce qu'on veut baptiser ça, pour voir si c'est possible de rêver, nous aussi, à l'île aux Coudes. Là. Pas à Montréal, à l'île aux Coudes, comme à l'USAS. Mais bien sûr, mais on ne pouvait pas à Paris. Parce que alors ça c'est le deuxième aspect du volet de mon intervention, c'est le premier a été un peu long, je suis désolé. Non, pas du tout, quand tu es enflammé, garde... je rentre dans des détails. On coupera au montage, c'est tout. Oui, on coupera au montage, ouais. Sauf qu'on a déjà livré le film. Oui, déjà, oui. Mais les spectateurs sont là, c'est ça qui est bien. Puis peut-être on pourrait arriver à Tunc. Je sais que... Alors, on arrive à Tunc. Comment se développe à l'USAS ce qu'on appelle le village documentaire, dont Tunc est la dernière production, on va dire, ou incarnation. Qui est une phase aussi, c'est la diffusion. Et parce que c'est ça l'idée. L'idée, au début des années 80, en tout cas, moi, ce que je défends auprès des copains, je leur dis, il faut qu'on arrive à créer quelque chose qui soit une sorte de lieu irradiant, comme il doit y en avoir dans plein d'endroits dans le monde et en France, où on écrit la légende du documentaire. C'est-à-dire où le documentaire rentre dans les récits communs, collectifs de tout un chacun. C'est toute une tâche. Et pour ça, pour écrire les légendes, il faut évidemment toutes sortes de choses, on le sait, dont des personnages. Donc là, moi, je suis en train de devenir un personnage à 60 balais. C'était pas le cas avant. Hein. Non, mais vraiment, tu filmais les personnages. Là, c'est toi qui vas être filmé. Mais là, je m'aperçois que je suis en train d'assumer, d'être obligé d'assumer ce rôle et de le jouer. Mais comme acteur. Et comme pour la suite du monde, Grand Louis se voyait très drôle, mais des gens d'ici peut-être le trouvaient, parfois, il était le meilleur pour la pêche à marsouin pour en parler, mais pas pour la faire, par exemple. Voilà, c'est-à-dire comment surtout, ça pose la question de la personne-personnage. Comment une personne devient un personnage. Tout à fait. Puis ça, c'est important dans l'art du documentaire. C'est pas des intervenants qu'on filme, c'est des personnages aussi. Alors, on filme des personnes dont on fait des personnages et qui nous renvoient à des personnes. Donc c'est un peu plus compliqué en termes de mouvement, si tu veux. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire de ce lieu l'USAS un lieu qui, de la maternelle à l'université, va former. Premier objectif. Deuxième objectif, qui va garantir la pérennité et la sauvegarde des films. Donc on crée la maison du doc pour sauvegarder les films. Donc tous les films indépendants, on est dans la logique de Langlois. Tout film, quel qu'il soit, on ne peut évaluer sa valeur qu'au regard du présent. Peut-être que dans un siècle, un film naze sera anthropologiquement plus intéressant. C'était l'idée de Langlois. Sa baignoire était pleine de films. Alors moi, je ne suis pas à Langlois jusqu'au bout, mais là, sur ça, c'est très clair.
tout film doit être conservé parce qu'il y a un geste, et ce geste correspond à une culture, d'un moment, d'une personne, d'une société. Donc, on fait ce deuxième aspect. Troisième aspect, il faut qu'on crée un événement fédérateur chaque année de réflexion, d'où les états généraux du documentaire. Et quatrième élément, on ne fera pas, on ne durera pas si on n'intègre pas le fait qu'on est un art industrie qui n'a pas la dimension industrielle, mais qui a par contre l'obligation de passer par des outils et financiers et techniques qui commandent son esthétique. En gros, c'est simple. Ah non, c'est bien. Avant, pour la suite du monde, on ne fait pas de son synchro, on n'a pas de son, on n'a que de l'image, donc c'est difficile de s'approcher du vrai, du réel, parce qu'on n'a pas le son. Et le son, on sait bien que c'est la moitié du film. Surtout en documentaire. Voilà. Et ben, la révolution technologique du Nagra et tout ça fait que tout d'un coup, esthétiquement, on peut faire des films comme ça. Pareil, la révolution que nous, on va vivre, qu'on a vécue dans les années 90, c'est-à-dire tout d'un coup... Numérique, oui. Même avant le numérique. Ben, La 8 et l'A8 de Sony, ces petites caméras analogiques, mais... analogiques, nous permettent de faire des films, ramènent le cinéaste documentaire à la dimension d'un artiste solitaire. C'est-à-dire que, comme un peintre, comme un violoniste, on peut seul faire une œuvre du début de l'idée jusqu'à la livraison sur les écrans. Et ça va, alors là, être la confirmation au début des années 2000 avec l'arrivée du Final Cut, l'arrivée du montage, où là, toute la chaîne, pour 10 000 $ canadiens, vous avez toute la chaîne industrielle dans votre cuisine. Et donc, mais ça, c'était déjà inscrit dans le projet des Lumières. Le cinématographe, c'est un outil qui projette, qui filme et qui tire des copies. Je sais. Donc, c'est quand même la même histoire qui se répète. On est dans l'outil qui évolue. Oui, mais la diffusion, c'est ça qui arrive. Parce qu'on pouvait projeter avec les outils, mais pas une caméra ne projette pas. Mais, en tout cas, là, c'est relativement simple, la diffusion après. Mais on va en parler. Les médias sociaux et tout ça, mais toi, tu veux contrôler cette diffusion-là aussi. Oui, alors là, il y a une raison politique dont il faut parler, mais avant de venir à cette raison politique, je reviens sur cette idée que la technologie et l'outil technique ont toujours une influence esthétique, formelle, sur le langage cinématographique. Un iPhone, ça vous donne la liberté aujourd'hui de filmer cette séquence, cette séance. On n'aurait pas pu le faire il y a seulement 15 ans. On le fait allègrement. Et du coup, la pratique professionnelle s'étend à d'autres. Et des objets qui pourraient être communs, banals, vont rejoindre les réseaux sociaux, vont permettre de communiquer. Une forme de documentation généralisée. Vont documenter. Oui. Mais documenter n'est pas la seule fonction du documentaire, qu'on soit bien clair. Le documentaire, ce n'est pas du cinéma qui documente exclusivement. Le documentaire, c'est aussi une œuvre de l'esprit où il y a de la sensibilité, de l'émotion. On l'a vu hier avec Le Grand Bal, où il y a de la longueur des plans, le cadrage, la subtilité d'une prise de son. Tout d'un coup, on décolle. Ou l'interprétation par un sourd et muet de... Pierre Perrault, toute sa vie s'est battu. On disait, tu fais de la fiction, mon homme. C'est pas du documentaire. Et les critiques français ont été très virulents. Oui, mais ça, c'était de la bêtise. C'était un point de vue... On a le droit d'être bête à une époque. Oui. Non, mais lui, il se défendait. Après. Mais tout le monde sait aujourd'hui, il n'y a plus de discussion là-dessus, que le documentaire, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en situation. Et que, à la différence de la fiction, c'est de la mise en scène avec des éléments. Des vraies personnes aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand si en documentaire, là, je sors mon flingue et je te tue, tu meurs. C'est ça. Si c'est en fiction, tu ne meurs pas. On relève, on la refait. Donc, il y a ontologiquement des différences qui sont de nature. Ça, c'est sûr. De là à dire que on n'est pas dans le cinéma, non, on est dans le cinéma. C'est une autre... Le documentaire, c'est du cinéma. C'est du cinéma et c'est de la mise en scène. Et c'est un regard subjectif sur le monde. À la différence du journalisme qui va aller chercher le vrai, l'enquête... L'objectivité possible. Le vrai, la vérité, c'est-à-dire selon quand même le point de vue du témoin, du journaliste, etc. etc. Et de la chaîne. Voilà, mais quand même, la recherche des faits et l'obsession du journaliste. La recherche du documentariste n'est pas l'obsession des faits.
Mais si on pouvait, parce que j'ai 2 extraits, parce qu'on a eu la chance d'avoir les extraits en exclusivité du dernier film de Claire Simon, qui nous montre un peu le cœur de Tunk, quand vous êtes... Alors, introduisons Tunk et lançons l'extrait. Oui. À la fin des années 90, il y a un divorce, j'allais dire, qui n'est pas consommé entre la télé, qui a sauvé le doc dans les années 80 et 90, je vous l'ai dit, Arte, mais aussi la télévision publique. Et en gros, à partir du milieu des années 90, la télévision chez nous, c'est Médiamétrie, c'est l'audimat. Tous les matins, et là, vous le savez tous, on va voir les résultats qu'on a faits. Et la télé, pour se singulariser de ses concurrents, parce que c'est un paysage très concurrentiel, pour la télé publique comme pour les télés privées, mais parlons surtout de la télé publique. C'est elle surtout qui a des velléités à soutenir le documentaire. Cette télévision va être prise dans une contradiction insoutenable, c'est-à-dire soutenir les créateurs et en même temps faire du chiffre, c'est-à-dire que ça marche. Et ils ne vont pas résister. Donc chaque télévision va développer une couleur particulière, une programmation particulière, et va vouloir fidéliser son public, fidéliser les publics. Et pour fidéliser les publics, il y a une règle alors qui a évolué, et on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est de montrer toujours la même chose. Je vais très vite, mais c'est ça, c'est-à-dire la redondance est pédagogique. Surtout pas des écritures qui dérangent, mais des choses qui sont récurrentes, que les gens comprennent facilement et qui font qu'ils ne vont pas zapper dans les 5 premières minutes. Donc la télé publique va se mettre à faire ce que moi je qualifie, dans le meilleur des cas, de la bonne télévision de service public, c'est-à-dire des films très formatés, d'enquête, qui documentent, dont on a besoin, parce qu'ils apportent un regard critique, ils apportent de la pensée, et ils sont complémentaires, prolongement du journalisme, parce que quand même la télé, c'est le direct, c'est le journalisme. C'est le journalisme qui tient pour grande part aujourd'hui, en tout cas télé publique. Et donc il y a une influence, c'est un prolongement, c'est presque la danseuse de ce que peut faire un journaliste qui est frustré, qui n'a pas assez de moyens pour enquêter. Là, le documentaire lui permet, y compris à la télé publique, c'est-à-dire plus de temps pour repérer et écrire, plus de temps pour tourner, plus de temps pour monter. Donc on va avoir au sein des chaînes de télévision cette chance pour une part des documentaires qui documentent sur des faits sociopolitiques, faits de société, des grands dossiers, Monsanto, etc., des grands dossiers d'environnement, des grands dossiers politiques généraux, sur l'histoire de l'URSS envahissant l'Afghanistan, ou sur les talibans. Enfin, ces grands dossiers que le journalisme... Du grand reportage, on dit, nous, ici. Alors, c'est plus que du grand reportage. C'est du... Mais... on ne voit plus trop la frontière, parce qu'on demande aux documentaires d'avoir du commentaire dans les 5 premières minutes, de durer 52 minutes, d'avoir une conclusion avec 2-3 pistes d'ouverture et d'espoir, de ne pas être trop grave et pessimiste, etc. Ou de suivre même une personnalité connue, ou parfois par exemple, ça va jusque-là. Après, la télé va formater. Et ça, les jeunes auteurs, les producteurs qui sont dans une démarche d'art, donc de création, n'acceptent pas ça. Et puis la télé n'accepte pas forcément tous les sujets. Il y a aussi des sujets politiques, polémiques, sur lesquels elle ne va pas aller. De moins en moins, mais quand même. Et puis la télé ne peut pas être de parti pris de manière flagrante. Alors que l'indépendant, le créateur, il va dire « mais là, le monde va mal, et je vous le dis, et regardez-le ». Alors, voilà. Donc tout ça fait que, au début des années 2000, la télévision ne voudra plus de premiers films, travailler avec des producteurs qui n'ont pas d'expérience, des films créatifs, et être sur des écritures trop dérangeantes. Et donc toute une partie, mais une très grande partie dans les festivals, du documentaire de création va être financée par des toutes petites télés qui ne mettent pas d'argent, mais qui déclenchent des soutiens institutionnels, des soutiens de région, des soutiens du CNC chez nous. C'est un déclencheur, c'est tout. Mais peu d'argent vient de ça. Peu d'argent, donc paupérisation, ça veut dire qu'on gagne moins d'argent, ça veut dire qu'on arrive plus difficilement à gagner sa vie quand on est un réalisateur indépendant de documentaires aujourd'hui chez nous. Même les grands. Et à la fin, on n'a pas de diffusion, à part le festival. Et à la fin, on a les festivals, et on a quand même,
Parce que je vous ai dit que la télévision se ferme à ça, mais quelque chose s'ouvre, une porte s'ouvre, c'est le cinéma chez nous. C'est-à-dire qu'à partir de Michael Moore, de Être et Avoir, de films comme ça, tout d'un coup, l'industrie du cinéma et les exploitants, parce que chez nous, l'exploitation a bien changé. En 40 ans, on est passé d'exploitants qui étaient des vendeurs de billets à des gens qui aiment le cinéma et qui sont propriétaires des salles. Sur 5000 écrans en France, il y a 1700 écrans indépendants où on fait de l'arrêt d'essai, où on peut montrer les films. Et donc, tout d'un coup, il y a une ouverture, 2 millions d'entrées. Sur le grand écran, pour le documentaire. Et oui. Et donc ça, c'est pas beaucoup de films, mais pour vous donner une idée, il y a à peu près 750 à 800 films qui sont distribués, qui vont être distribués cette année en France. Il y en a 140 à 150 qui sont des docs. Qui sont des docs. Des docs. Qui vont trouver une place combien? Qui vont être diffusés en salle. Alors ça va aller de 3 000 entrées à 200 000 ou 300 000 entrées. Mais c'est une possibilité de plus, c'est des financements de plus qui vont compenser le retrait de la télé pour certains. Et ces certains, ce sont surtout des gens de la génération comme Claire Simon, comme Nicolas Philibert, comme Mariana Otero, des gens qui ont aujourd'hui entre 55 et 65 ans et qui sont nés de l'Arte, de la télévision des années 80. D'ailleurs, ces documentaires-là, ils nous viennent au Québec. Avant, c'était les films français qu'on voyait, c'était les fictions beaucoup, les comédies. Mais là, il y a quand même à chaque année un film documentaire de qualité comme Vers de main, qui a fait beaucoup d'entrées quand même. Et c'est ça. Donc, mais on en vient à Tunk parce qu'il nous reste 15 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se dit, mais comment on fait? On est orphelin, le documentaire de création. Il faut créer un outil qui ait une économie, qui touche un public et qui permette de diffuser le doc. On a beaucoup espéré sur le DVD. En 2003, 2004, on se dit c'est le DVD qui va nous sauver. Non, le DVD va apporter une économie pour couvrir les frais de DVD. Il va permettre de sanctuariser certains films, de les avoir sur des supports, donc de leur donner une certaine valeur, d'alimenter les médiathèques, vidéothèques. Il y en a 1200 en France qui diffusent du doc. Oui, ça c'est vrai. C'est quand même pas rien dans les municipalités. Donc médiathèque, bibliothèque. Mais il n'amène pas d'économie. On se dit en 2005-2006, mais on va créer un site en 3D pour accéder en VOD au film. La VOD va être en doc, même en fiction, mais moins, un échec. C'est-à-dire que la VOD... Ça, c'est la vidéo sur demande. C'est la vidéo en demande où les gens payent 2, 3, 4 dollars canadiens pour télécharger un film. Au film, oui, c'est ça. Voilà. Unique. Et ça ne marche pas. Parce que les gens, tout d'un coup, ont 1200, 3000, 4000 films et ils ne savent pas comment choisir, que choisir, surtout en doc. Parce qu'en fiction, vous avez l'auteur, que vous pouvez connaître, le réalisateur, des acteurs ou l'intrigue. Au documentaire, on est condamné au sujet, toujours. On est condamné... Mais au sujet, souvent, c'est quoi? Presque à l'anonymat. On ne sait pas qu'est-ce que raconte ton film, on dit de quoi il parle. C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Donc, il y a tellement de sujets... Et ce n'est pas le sujet qui fait le film, on le sait. Non. Donc, difficile. Donc, ça ne marche pas, la VOD. Après arrive Netflix. Et nous, quand on voit Netflix, moi, quand j'entends parler de Netflix, je dis, mais putain, mais pourquoi on laisse faire les Américains là-dessus? Est-ce qu'ils vont pas diffuser les films indépendants, créatifs, documentaires? Donc on se dit, on va faire comme Netflix. On va voir et on découvre Mubi, qui vient de démarrer, et qui est une initiative de Ngané, qui est une fille que je connais bien, distributrice française, qui va vendre son truc, ses parts en désaccord avec une boîte anglo-américaine. Enfin bon, et là on se dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Et donc, avec 2 objectifs. Montrer des films et soutenir la création. Ah bon. C'est les 2 piliers. Donc, si on oublie un des piliers, on est mort. Donc notre conviction dès le départ, inscrite dans le marbre de Tunk, et moi je fais chier mes copains de Tunk avec ça parce qu'on prend des risques sur le soutien à la création dès la 3e année, nous, voilà, c'est de montrer chaque semaine 7 à 8 films, tous éditorialisés, c'est-à-dire que derrière chaque film, il y a le choix de quelqu'un qui veut nous montrer ce film, parce qu'il l'aime pour X raisons. Comme le Ciné-Club le faisait, il y a un programmateur. Là. Il y a quelqu'un derrière. Ouais. Et donc il y a aussi cette idée que la programmation, ce n'est pas un directeur de chaîne ou d'unité, mais c'est un collectif. Et cette idée de collectif,
elle est inscrite depuis le début, depuis l'ADN d'Ardèche. Elle est ontologique au projet de Tunk comme au reste. Pourquoi ? Parce que, d'une part, Tunk, ce n'est pas une société classique, c'est une coopérative dont les actionnaires, il y en a une centaine à peu près, ont tous le même droit, qu'ils amènent 1 000 euros, enfin 1 000 $ canadiens ou 10 000 ou 100 000 $ canadiens, ils n'auront qu'une voix à l'Assemblée générale, pas plus. Et tout l'argent qui rentre dans Tunk par les abonnements, par les financements, est réinvesti dans le soutien aux films. Soit dans l'achat, le paiement des films aux ayants droit. On ne paye pas beaucoup, hein. On doit payer 250, 300 $ canadiens pour un film de 52 minutes, c'est une misère. Mais pour démarrer, c'est bien. On montre aux professionnels que l'argent qu'on gagne, on ne le garde pas pour des actionnaires, on le met dans le panier commun et il sert à payer les films. Et il sert à en coproduire. Alors, comme on n'a pas assez d'argent pour coproduire, on va chercher des partenaires. Nous, on s'est alliés avec Mediapart, avec le syndicat ouvrier, la CFDT, avec le Centre national des arts plastiques. Et eux, ils amènent de l'argent en numéraire. Et nous, on a équipé à l'USAS un studio de mixage, un studio d'étalonnage, 9 salles de montage qu'on apporte en post-production pour finir les films de manière correcte. Donc les deux réunis, ça aide des films. Et comme on est un diffuseur, ça permet aux producteurs d'aller chercher des sous au Centre national du cinéma, dans les institutions, dans les fondations. Voilà. Bon. Ben, si tu me permets, parce qu'on a la chance d'avoir, parce qu'il nous reste le temps de présenter cet extrait-là, qui est juste expliquer, non, quitte-nous pas, que Claire Simon vous a documenté sur une série de films qui vont bientôt sortir. Là. Claire Simon a tourné Le Village pendant 3 ans. Pendant 3 ans. 200 jours. Oui. Elle a filmé la naissance de Tunk et le développement de Tunk. Toutes nos réunions, toutes nos démarches, toutes nos contradictions, même nos disputes, ou voilà, et nos joies aussi, hein, et nos attentes, et le suspense de la... est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver? Parce que pour arriver à ce qu'une plateforme marche, il faut des abonnés. Pour rester indépendant, il faut des abonnés. Et le seuil d'équilibre, d'abonnement pour nous, pour être en équilibre et plus faire de déficit, c'est 8 500 abonnés individuels à, ça doit correspondre à 80 $ canadiens par an. Oui, c'est 8 voilà. Et 6 euros. Et voilà, et à des moments où on n'a plus d'argent, est-ce qu'on va chercher une fondation? Est-ce qu'on n'y va pas? Et l'extrait, là, c'est sur ça. C'est sur Total. C'est-à-dire que l'argent peut venir de gens qui sont dans le pétrole ou quoi que ce soit. Puis là, ça... Non, mais ça, vous ne voulez pas. Donc, ne quitte-nous pas parce qu'on a... c'est ça, tu vas rester autour après, on va prendre une pause, puis il va pouvoir répondre à vos questions personnellement même. Donc, on regarde cet extrait-là, on va éteindre, s'il vous plaît, les lumières.